Vous connaissez forcément le musée du Louvre. Il ne faut qu'un doute non plus que vous en connaissez ses œuvres les plus connues. La Victoire de Samothrace, la Vénus de Milo et la Joconde. Mais connaissez-vous l'intérieur d'une cuisine? Tableau peint par Martin Drolling. Alors rien de particulier pour un novice en art, me direz-vous. Mais si je vous disais que l'un des composants qui recouvre le tableau est issu de cœurs de rois et reines de France, momifiés et réduits en poudre, ça vous intéresse? En 1789 a lieu la Révolution française. La monarchie est renversée et apparaît alors la Convention nationale, une assemblée composée de trois partis qui se partagent le pouvoir, les Girondins, les Montagnards et le Marais. Le nouveau pouvoir mis en place éveille alors les craintes des monarchies voisines, telles que la Prusse ou même l'Autriche. Face à cette situation, Robespierre engage les hostilités contre les ennemis de la République, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur du pays. Un tribunal révolutionnaire est mis en place, et les têtes tombent. C'est le début de la terreur. Durant cette période, un profond sentiment de haine de la monarchie s'intensifie, et avec elle le désir d'en effacer ses traces, sa mémoire et ses symboles. Et quel meilleur symbole que la basilique Saint-Denis, où reposent les corps des familles royales, près d'un millénaire de dynastie. Les tombes royales sont alors profanées et les corps de Henri IV, Louis XIII et Louis XIV sont sortis de leurs tombes. Une fosse est alors creusée et les corps y sont jetés et recouverts de chaux vives. Le plomb de leur cercueil, quant à lui, est fondu afin d'en faire des balles. Ce sont pas moins de 113 corps qui ont été profanés durant cette période. Néanmoins, le saccage de la basilique Saint-Denis n'est pas un cas isolé. Durant cette même période, un architecte, du nom de Louis-François Petit-Radel, est chargé par le comité de salut public de se rendre à la chapelle Sainte-Anne du Val-de-Grâce et d'y détruire les 45 heures de rois et reines reposant dans le reliquaire. Cependant, Petit-Radel y vit l'occasion d'y faire du profit. Il ne détruisit pas la totalité des cœurs présents dans le reliquaire et en garda quelques-uns de côté. Les cœurs ainsi mis de côté, il les vendit à ses amis peintres, Saint-Martin et Martin Drolling. Mais alors en quoi ces cœurs momifiés pouvaient-ils intéresser des peintres? Pour ça, je dois vous parler d'un pigment très spécial utilisé durant cette période, le brun momie. En effet, c'est entre le XVIe et le XIXe siècle qu'apparaît l'usage de ce pigment. Il a une teinte brun rougeâtre et il est obtenu en broyant des momies. Ouais, notamment des momies égyptiennes. Obtenues via le marché noir, ces momies réduites en poudre étaient alors mélangées à différents composants. La substance ainsi obtenue était alors appelée de la moumie ou mumia. L'utilisation de la moumie était d'abord utilisée comme médecine parallèle, pour ses vertus curatives et mystiques. Cependant, c'est à la fin du XVIe siècle qu'Ambroise Paré met en garde contre cette pratique. Non seulement parce que ça n'a aucune utilité, mais parce que ça pouvait aussi s'avérer dangereux. En effet, ces fournisseurs ne s'embêtaient pas tous à s'emparer de véritables momies égyptiennes, et se contentaient de mettre la main sur des corps sortis tout droit du gibet. Pire encore, ils s'emparaient parfois de corps ayant succombé à la peste, la lèpre ou la vérole. Alors ouais, consommer des momies pour leur supposée vertu, ça a l'air con dit comme ça. Mais c'est aussi con que de consommer des cornes de rhinocéros pour retrouver vigueur. Oh la cartouche mon gars! Lourd! Cependant, la pratique médicale perdit de son succès, et les momies quittèrent alors les étals des apothicaires pour se retrouver sur les tableaux des peintres. L'engouement prit de l'ampleur, et en 1712, la maison Sennelier ouvre rue Blondel, dans le 2e arrondissement de Paris, une boutique nommée À la momie. C'est également la compagnie londonienne C. Robertson & Co. qui commercialisa des tubes de brun momie. On en retrouva même jusque dans les années 60. Le pigment était apprécié pour sa teinte brun-rouge profond, mais également pour sa symbolique mystique. Ces corps pouvant braver des milliers d'années avaient une aura toute particulière. Symbole d'immortalité, en utilisé pour peindre sur une toile la rendrait éternelle? Éternelle et royale. Voilà ce qui plut à Martin Drolling lorsqu'il acheta les cœurs des souverains à Petit-Radel. Ce sont entre autres les cœurs de Marie-Thérèse d'Espagne et Anne d'Autriche dont il fit l'acquisition. Il s'attela alors à la création de certaines de ces toiles, dont la salle à manger, la maîtresse d'école et l'intérieur d'une cuisine. Néanmoins, le brun momie perdit peu à peu de son intérêt. La substance était techniquement difficile à manipuler. Résineuse et gluante, celle-ci séchait difficilement. Son inconstance lui fit part de son attrait, de même qu'une prise de conscience plus éthique propre au siècle des Lumières. Saint-Martin, qui pour sa part avait acquis les cœurs de Louis XIII et Louis XIV, on disait celui-ci très gros d'ailleurs, les rendit sous le règne de Louis XVIII et de sa restauration. Les cœurs furent alors inhumés à la basilique Saint-Denis.
Martin Drolling, quant à lui, mourut en 1817. Et le tableau L'intérieur d'une cuisine, lui, fit son entrée au Louvre lors d'un salon de la même année. Vous pouvez encore actuellement aller l'admirer, avec fascination et un brin de curiosité un peu morbide.